Benjamin, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de te retrouver pour ce deuxième épisode du podcast du souffle à la voix, dans le cadre du podcast L'Esprit du corps. Alors, on a pu échanger dans un premier épisode sur les principes clés de cette pratique, qui part du corps pour aller chercher une voix authentique, placée dans un corps reconstruit, sans tension. On a compris que ce travail, c'est un véritable processus de transformation qui se déroule dans le corps grâce au souffle, à l'émission du son. Le travail se fait à partir de ça. On va donc essayer maintenant de s'intéresser à la manière dont toi, tu as reçu l'enseignement du souffle-voix. Avec Serge Wilfard, on en a parlé au premier épisode. Et ce que ça a transformé dans ta vie, dans ton rapport à toi-même, dans ton rapport aux autres. Et puis on verra aussi comment et pourquoi tu as pris toi aussi le chemin de l'enseignement de cette pratique en devenant praticien de souffle-voix en 2012. Alors donc, on l'a évoqué rapidement au premier épisode, ton parcours professionnel s'inscrit dans l'étude et la pratique de la musique en tant qu'agrégé de musique et enseignant au collège et lycée pendant 18 ans. Première question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu étais chanteur par ailleurs, toi ? Non, j'étais pas chanteur, j'étais violoncelliste. Et j'avais une culture vocale liée à la chorale j'étais chanteur dans le cadre d'une chorale en musicologie et aussi au conservatoire, et on avait quelques éléments techniques, mais je me serais pas défini comme chanteur au sens de technicien chanteur individuel. Alors du coup, comment tu es arrivé au souffle-voix ? Alors en fait, j'ai 27 ans. Ouais. Et pour se représenter qui je suis quand même quelqu'un d'assez angoissé, plutôt traversé par des angoisses de mort, donc hypersensible. Et puis, pour donner un exemple, l'idée de prendre ma voiture, ne serait-ce qu'un quart d'heure, j'étais persuadé que j'allais avoir un accident. Donc voilà, je suis quand même quelqu'un de très anxieux quand j'arrive dans ce travail. Et puis, alors, j'ai une démarche personnelle, je pratique de l'Ashtanga Yoga, je découvre aussi d'autres pratiques. Et il se trouve qu'à un moment donné, au début de ma carrière d'enseignant, je me retrouve en banlieue parisienne dans un collège difficile. Et là, en face, il y avait de l'énergie, quoi. Et moi, je suis construit de manière très intellectuelle, même si j'ai ce vécu de musicien, mais qui est dissocié, en fait. Mais sur le plan de l'incarnation, je suis quelqu'un qui me réfugie derrière beaucoup d'intellect. Donc, avec la communication avec ce genre d'élèves, il faut être hyper intuitif et presque dans une communication animale, quoi. Ouais. C'est-à-dire vraiment centré, vraiment dans son corps. Et il se trouve que à ce moment-là, je ressens, non pas que j'ai des problèmes vocaux, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne passe pas par la voix parlée. Ouais. Voilà. J'ai pas de problème dans ma voix chantée, puisque je fais chanter les élèves. Et mes exemples, j'ai pas de problème avec ça. Mais j'ai une démarche de rechercher ma voix parlée. Le message passe pas, quoi. C'est ça ? En termes d'autorité, ouais. Disons que j'étais pas du tout dedans. On va être honnête. Et j'avais la sensation que ça devait passer par la voix. Ouais. Voilà. Il se trouve qu'à la faveur d'un atelier de yoga que je faisais avec mon enseignant, à un moment, il se met à parler de la voix qui vient du hara, qu'il y a certaines personnes qui ont en Inde, et il y a quelque chose qui fait tilt. Je me mets à chercher, et en fait, Serge Wilfard, qui est donc ténor, vient de s'installer pas très loin, dans le Morvan. Il est belge à la base,
Et je me suis dit, c'est l'occasion. Je vois qu'il a écrit un livre que je ne lis pas. Qui s'appelle Le Chant de Lettres. Qui s'appelle Le Chant de Lettres, qui est un magnifique livre que je ne lis pas avant de faire le stage. Et je sens que voilà, j'y vais. Alors. Mais tu connaissais Serge Wilfard avant, ou est-ce que c'est ton prof de yoga qui t'en parle ? Je connais. Lui, j'ai juste cherché des renseignements sur la voix et sur le hara. Et c'est ça qui sort. Voilà, c'est lui qui sort. Voilà. Google a été mon ami. D'accord. Voilà. Donc, c'est ça qui sort, et je creuse tout ça, etc. Puis il y a quelques articles, et je trouve ça super intéressant. Mais je ne veux pas me faire d'idées préconçues. Voilà. D'ailleurs, dans les jours où je m'inscris, j'ai un accident de voiture où je tue un chevreuil sur la route. Voilà. Donc, voilà. Donc là, le rapport avec l'animalité, il était présent, quoi, dans l'espace. Ouais. Et quand j'arrive au stage, donc on est 17 ou 18, c'était énorme. Hein. Voilà, il y avait beaucoup de monde à ce moment-là. Et puis, il y a vraiment énormément d'énergie. Et au moment où je passe, en fait, je découvre une voix parlée complètement différente. Et la révélation, c'est surtout quand je me mets à chanter. Alors, je suis dans une posture très difficile. Je suis soutenu par 3 ou 4 personnes. Et puis, je lâche. Et là, il y a des sons qui sortent, qui vibrent d'une manière sidérante. Voilà. Et moi qui étais un peureux et un trouillard fini, c'est comme si vraiment j'avais cette puissance phénoménale qui passe à travers mon corps. Et ça se fait tout seul, quoi. C'est hyper facile. Et c'est un peu comme si je me retrouvais dans la peau d'un samouraï, puis s'il fallait aller se battre, c'est bon, j'y allais. J'avais plus peur de la mort du tout. Ah ouais. Voilà. Bon, évidemment, c'est fait sur un éclair, mais c'est comme si je passais à un état complètement différent. Vraiment, cette impression d'être traversé par une totalité, quoi, par la totalité. Est-ce que ça a duré, cette perception Et là, ça a duré le temps de la séance. D'accord. Et c'était bouleversant. Hein. Ouais. Et après, il y a eu des changements physiques. Voilà, tout d'un coup, il y a un espace qui s'est ouvert. Ouais. Donc voilà. Et émotionnellement, dans la journée du stage, ça a été fort parce que vraiment, la sensation d'une reconnexion avec quelque chose qui m'est authentique. Quoi. Ouais. Voilà. Et ça, c'est la première séance. Ça, c'est la première séance. Direct, tu rentres dans le travail. Oui. Quoi. Ça a été pour moi très facile et globalement, je faisais partie des personnes qui lâchaient bien prise. Ouais. Voilà, pour moi, ça... C'est assez étonnant par rapport à ce que tu nous dis au départ, où tu es quelqu'un de plutôt anxieux et qui mental. Oui, mais c'est une chose aussi que j'ai constatée, c'est que les gens qui sont anxieux contrôlent beaucoup, mais des fois, il ne faut pas grand-chose pour que ça lâche. Ouais. Des fois, c'est ceux qui ont le plus peur qui font les séances les plus impressionnantes, les plus nourrissantes. Ouais. C'est comme si c'était déjà prêt, mais il manque le truc pour se laisser tomber. Ouais. Voilà, pour se laisser capter. Donc y a, voilà, et puis... Donc tu décides d'y retourner. Donc en fait, au stage, j'ai 3 jours. Oui, mais enfin, oui. Le lendemain, Serge me demande à me parler du temps de midi, et puis il me demande si je veux rentrer dans la formation. Donc en fait, il a senti que j'avais quelque chose qui se passait dans ce travail pour moi, que ça se libérait bien, qu'il y avait vraiment quelque chose d'authentique qui faisait sens pour lui. Et il me propose de rentrer dans la formation. Et donc, quelques mois après, je rentre dans la formation. Il en est où, lui, de sa carrière, si j'ose dire, je ne trouve pas d'autres mots, de son parcours d'enseignant? Alors, tu le rencontres, il est en fin de parcours. Enfin, les 10 dernières années. D'accord. C'est-à-dire que moi, je le rencontre en 2006. Et il va stopper sa carrière en 2016. Et je l'aurais suivi pendant 10 ans. Ce qui était extrêmement enrichissant parce que, en fait, sa pratique évolue beaucoup. Ouais. Voilà. Et il y a des choses fondamentales que j'ai pu voir sur ce que c'est que la créativité à travers une pratique et qui me nourrissent encore actuellement. Voilà. Ça, c'est important parce qu'il faut bien voir que les créateurs évoluent beaucoup et que dans leur vie, ils transmettent, les continuateurs parfois transmettent sur ce qu'ils ont capté. Mais s'ils sont restés que 2, 3, 4 ans, en fait, il y a des éléments qu'ils n'ont pas. Ouais.
Donc, tu décides de faire cette formation qui dure combien de temps ? Alors, la formation, à l'époque où je suis, elle n'est pas très structurée. Voilà, on peut passer un diplôme au bout de 3-4 ans, mais moi, l'optique, à la base, c'est de faire ça pour moi. Voilà, et puis, à un moment donné, je crois que c'est en 2015, donc moi, j'ai attendu 9 ans avant d'écrire mon mémoire qui formalisait le fait que j'étais pneumophoniste, on appelle ça comme ça. Et donc, de toute façon, j'étais décidé à suivre le parcours jusqu'au bout, autant qu'il était vivant, parce que j'apprenais encore. Mmh. Donc, voilà. Il a fondé une école, je veux dire, officielle ou c'était un bâtisseur et c'était aussi un destructurateur. Donc, des écoles, il y en a eu un certain nombre. Voilà, ça mourait, ça renaissait. C'était l'expression de sa pratique. Mais donc, toi, tu as un diplôme. Oui, moi, j'ai un diplôme. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé ? Enfin, si tu pouvais nous décrire ce que tu étais quand tu as commencé, ou en tout cas, où tu en étais, j'en sais rien, ce que tu étais à cette époque quand tu as commencé, et quelques années après, quand tu finis ta formation, qu'est-ce qui change concrètement dans ta vie ? Voilà, vraiment même concrètement dans ta vie, qu'est-ce qui change ? Alors, le plus concrètement, c'est la relation au corps, la sensation d'un ancrage, d'une densité, et puis la capacité, par cet ancrage et cette densité, à accueillir, à recevoir une grande intensité d'énergie. Sans être déstabilisé. Sans être déstabilisé. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est assez flagrant et qu'on cultive. En plus, en tant que praticien souffle et voix, parce que c'est quand même une pratique puissante. Ouais. Et si tu n'es pas aligné, tu ne peux pas l'animer. C'est pas possible. D'accord. Mais après, ça joue sur beaucoup de choses ensuite dans mon positionnement. Voilà. C'est-à-dire, aussi, un des éléments concrets, c'est que dès le premier stage de 3 jours, qui pour moi était révélateur, je reviens en yoga, et le yoga est complètement différent. C'est-à-dire que là, ma relation au corps est différente, et je sens plein d'énergie partout. Ouais. Tu vois, dans le premier épisode, quand je dis tu peux avoir une pratique corporelle, ressentir ton corps, mais ne pas être dans la profondeur du corps, là, tout d'un coup, j'étais tombé dans la profondeur du corps. Et le respect d'un corps qui fait qu'il y avait des postures que je ne pouvais plus faire. Et heureusement, j'avais un prof de yoga hyper intelligent qui a vu le truc, qui a compris ce qui s'est passé. Et du coup, c'était l'occasion de repartir avec des postures qui étaient certainement moins impressionnantes, mais beaucoup plus profondes. Mais qui étaient centrées et qui étaient habitées. Ouais. Donc, voilà. Tu continues le yoga aujourd'hui ? Non, enfin, je fais un peu de pratique d'asana, ça m'arrive de temps à autre, à des périodes, mais je n'ai pas une pratique régulière. Ouais. D'accord, donc il y a vraiment ce rapport au corps qui change. J'imagine que ton positionnement dans la vie change aussi. Oui, alors ça a été aussi assez incroyable, parce que faire l'expérience d'être accroché au niveau de son centre vital physiquement, et que c'est un tel ancrage que tout se redéfinit par rapport à ça. Ouais, ça et dans la communication aux autres, par exemple, moi, le personnage, je suis quelqu'un de perfectionniste, je suis un bon garçon, je suis... Voilà. Donc, si quelqu'un m'ennuie, je vais faire un sourire crispé, mais je vais rester gentil. Vous voyez le truc ? Et là, en fait, du coup, ça devient impossible. Parce que ça devient impossible de mentir. Non pas que... en fait, ça devient plus possible de ne pas être authentique. Et il y a un jaillissement qui sort. Alors, ça dure pendant un certain temps, parce que le personnage, il faut du temps pour enlever là. Sûr, Mais voilà, donc du coup, tu te mets à... Si quelqu'un t'emmerde, tu lui dis que ça suffit, qu'il t'emmerde. Donc tes proches, ils l'ont vécu comment ? Est-ce que... il y en a certains qui... Ça bouscule le rapport. Alors ceux, les personnes avec lesquelles je vais tous les jours, il y en a qui se sont dit, moi je vais aller faire le stage, parce que là, ça va plus être possible. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu prends ta place. Voilà. Donc, parce que le personnage, souvent, il y en a des personnages qui prennent beaucoup trop de place, mais la plupart des personnages névrotiques s'effacent.
Donc en fait, tout se réorganise. Toi, tu bouges pas. Enfin, c'est ça la sensation. C'est que finalement, il y a une certaine pas immobilité, j'aime pas ce mot, mais en tout cas, un certain ancrage, oui, et Oui. donc une forme d'immobilité, quoi. On voit le Bouddha, tu vois ce que je veux dire, et tout qui se réorganise autour de cet ancrage qui ne bouge plus. C'est Oui, ça. on peut le dire comme ça. Hein. C'est ça. C'est-à-dire que ton corps et tes perceptions se réorganisent autour de ton centre. Ouais. Voilà. Et du Comme coup, je disais tout à l'heure, la périphérie devient du centre étendu. ouais, c'est ça. Et effectivement, l'environnement autour de toi bouge sans que tu fasses rien. Donc, ça veut dire que ton environnement aussi a évolué, j'imagine, amical, professionnel, peut-être. Oui, et aussi dans la manière de communiquer. Et dans la manière de communiquer. Et tout d'un coup, il y a plein de choses qui s'éclaircissent. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui bougent dans l'environnement. Comment, du coup, tu arrives à évoluer vers l'idée que toi-même, tu veux devenir praticien de souffle-voix? Moi, je suis un passionné de cette méthode. Mais je suis terrorisé à l'idée de l'animer. Et donc, Serge comptait notamment sur moi, je n'étais pas le seul, mais donc il m'a encouragé, et moi, je botte en touche, quoi. Voilà. Il a fallu que je passe par un autre espace initiatique, dans un autre pratique, pour que là, je dise, bon, cette fois, j'y vais. Il a fallu que je passe dans un autre espace. D'accord. Je ne dirais pas les détails. Non, mais bien sûr. Et donc, ça t'a permis de déclencher le fait que ça y est, j'y vais. Oui. Et c'était une évidence. C'était cette fois, il fallait que je prenne mes responsabilités. Ouais. C'était ça. En fait, il y a un moment donné, c'était naturel que je le transmette. Ouais. Voilà. C'était ma vocation, en fait. Mais souvent, on passe du temps à lutter contre sa vocation, parce que on sait que ça va bouger des choses. Ouais. Et moi, je crois que beaucoup de gens retardent ce moment-là quand ils savent la puissance. Ouais. D'ailleurs, dans les traditions, c'est souvent comme ça. Les personnes c'est pas les personnes. On prend par exemple la tradition chamanique, c'est pas celui qui veut être chaman qui l'est. Hein. C'est, on va dire, toi tu seras, ça sera comme ça. Et en général, la personne, elle flippe. Ouais. Donc voilà, et elle flippe parce qu'il y a tout un espace initiatique qui va s'ouvrir. Il va falloir traverser des choses. Donc voilà. En tout cas, pour moi, ça s'est passé comme ça. J'ai longtemps lutté contre, tout en étant nourri et fasciné par cette pratique. Mais passer de l'autre côté du piano, c'est encore une autre histoire. Ouais. Voilà. Donc, du coup, à un moment donné, quand même, tu décides de le faire. Tu arrêtes, j'imagine, ton activité professionnelle. Pendant un temps, il y a les deux. Il y a les deux, ouais, d'accord. Pendant assez longtemps. Et puis, quand c'est bien installé, que c'est bien structuré. Comment tu te lances, justement, un peu concrètement? On me demande beaucoup. En ouais. fait, c'est ça aussi. Il y a eu cette prise de conscience dans un autre espace. Mais j'ai des personnes autour de moi qui me demandent. Donc, je suis invité à droite, à gauche, parce qu'il y a des gens qui ont envie de connaître ça et qui ont envie de le pratiquer avec moi. Donc, j'ai eu aussi la chance d'être encouragé par des amis. Donc, par petites touches à la demande, tu fais des séances? Oui, des stages. Je commence directement par les stages. D'accord. Et je crois vraiment que c'est le cœur de la pratique. Ouais. C'est vraiment un espace. Ouais. C'est un cercle très particulier qui est très fécond. Le groupe, on en parlera dans l'épisode où vraiment on va détailler comment se passe la séance, comment se passent les stages, comment tu travailles. L'épisode numéro 3, on va vraiment détailler ça, mais c'est très très important, effectivement, cette puissance du groupe, en fait. Et tu l'as fait très bien. Enfin, en tout cas, tu l'animes de manière très juste. Donc, tu t'installes dans cette acceptation que c'est ta vocation. Tu y vas. Oui, peut-être je peux préciser quand même quelque chose, parce que j'ai précisé ma première expérience avec ce débordement d'énergie, avoir l'impression d'avoir une puissance extraordinaire. Mais c'est important de préciser que toutes les séances sont différentes. Ouais. Et que, alors, cette séance-là, c'est sûr, c'était initiatique, tu touches autre chose, mais le travail n'est pas nécessairement
la pratique n'est pas nécessairement initiatique tout le temps, ni pour tout le monde. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que des fois, c'est très corporel. Des fois, c'est des prises de conscience du corps. Des fois, c'est quelque chose de plus émotionnel. Et voilà. Et puis, 2 ou 3 ans après la première expérience, j'ai fait l'expérience inverse. C'est-à-dire que, étant en train de chanter, donc là, il y avait toujours cet ancrage du corps et cette puissance phénoménale. J'ai eu la sensation à l'intérieur que je disparaissais. C'est-à-dire que c'était plus l'expansion, c'était tout d'un coup la dissolution. La dissolution, la C'est disparition. Ouais. Et là, à un moment donné, je me suis dit, ça c'est l'expérience limite. Je sais que je peux pas aller plus loin. C'est la seule fois où j'ai trouvé une limite que moi je pouvais pas franchir à ce moment-là dans l'expérience, où je me suis dit bon bah là après ce sera moins fort quoi, parce que sinon c'est vraiment dans mes limites. Ouais, je comprends. Et qu'est-ce que tu en as fait de cette expérience qui allait un peu à contre-pied, j'imagine, du chemin que tu étais en train de tracer dans c'était pas dans à ta contre-pied, pratique. c'est le même mouvement. En fait, tu peux prendre ton espace quand tu disparais. Ouais. Mais on verra ça Oui, plus mais tard. c'est sur un. Là, Ouais. Parce que enseigner, c'est disparaître. Ouais. Mais chanter, se laisser chanter, c'est aussi disparaître. Bien sûr, c'est vrai. Voilà. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui apparaît et qu'il y a quelque chose qui disparaît. Ouais. Tu as la personne qui apparaît, mais le personnage, il disparaît. Donc, ça dépend sur quel plan tu vis C'est ça. l'expérience. Donc pour toi, c'est le même mouvement, le même élan, en tout cas, mais sur des plans. C'est une autre modalité de l'expérience et qui est intéressante aussi parce qu'elle te remet à ta juste place. Ouais, bien sûr. Voilà. Sinon, effectivement, tu finis par te prendre pour la puissance que tu dégages, ce qui n'a rien à voir. Voilà. Ouais, c'est hyper. Voilà. Et ça, c'est très important. C'est quelque chose qu'on verra. C'est le souffle et voix travaille sur le centre, sur le hara, ce qui développe beaucoup de puissance. Mais le vrai travail profond, et ça, c'est très bien formalisé en hypnothérapie, c'est sur la vulnérabilité. Ouais. Parce qu'une fois que tu as ouvert le hara, tu peux repartir dans du contrôle et contrôler par le hara. Ouais. Donc ça donne une puissance phénoménale, mais c'est du contrôle. Que tu contrôles. Ouais. Voilà. Donc ça, on verra plus tard. Ouais, bien sûr. Alors, donc, on revient du coup à ton expérience de praticien. Moi, j'aimerais bien justement, puisque tu parles de disparition, finalement, et l'enseignant, à un moment donné, il disparaît, il y a une relation qui se noue entre le pratiquant, le praticien. D'abord, comment tu as vécu la tienne avec Serge Wilfard ? Alors, à titre sur le tapis, c'était parfaitement professionnel. Donc voilà. Moi, j'avais des relations amicales avec lui, à l'extérieur, et ça n'interférait pas dans la pratique. Ouais. Donc voilà. La question, c'est quoi ? Mais dans la pratique, justement, parce que Oui. quand quand même on est sur le tapis, Oui. On est en vulnérabilité très très fortement. Oui. Et puis il y a un travail qui se fait, il y a quand même parfois une confusion du mental, puisqu'on est dans des postures, on essaie de retrouver parfois ces esprits qu'on perd. Enfin bon. Donc il y a une vulnérabilité et donc cette relation entre le praticien, l'accompagnant et celui qui est sur le tapis, elle est complexe. Enfin, je sais pas. Tu vois en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir très rapidement une emprise, quelque chose qui n'est pas équilibré entre les deux. Dans toute situation d'enseignement, à partir du moment où tu as un maître, un élève, quelle que soit la pratique, c'est pareil dans une situation d'enseignement classique, en fait, dans la société, il peut y avoir une emprise. Mais ce dont tu parles sur la relation professeur, enseignant, élève, je crois que c'est très divers la manière de vivre selon les gens. Pour moi, quand j'étais sur le tapis, Serge disparaissait. Ouais. C'est-à-dire, effectivement, il y avait sa présence qui fait que tu savais qu'il tenait le dispositif. Et tu le sentais suffisamment présent pour te laisser complètement porter. Mais le personnage Serge Wilfard, il disparaissait. Et je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord.
finalement, je pense, moi, c'est ce que j'ai vécu aussi. Le personnage, effectivement, disparaît. Enfin, tu vois, tu es dans. Mais il y a un lien qui se crée entre... Parce que tu parles du dispositif, où tu sais qu'il y a le dispositif qui quand même soutient le fait que tu es sur le tapis et donc tu peux déposer ton travail dans ce dispositif. Oui. Ça, c'est le dispositif. Oui. Mais il y a aussi ce lien qui, moi, je sais pas, hein, les deux expériences que j'ai eues avec John et avec toi, j'ai pu vraiment aller assez loin dans le travail parce que je sentais qu'il y avait un lien il y avait un lien, en dehors même du dispositif, un lien qui soutient, un lien qui est là pour veiller, un lien qui quand même est bienveillant, je ne sais pas comment. Alors, c'est vrai, et en même temps, j'allais dire, tu l'exprimes sous forme dans la dualité enseignant-élève. Mais pour moi, c'est vrai de tout l'espace du cercle. C'est-à-dire que on va passer par des phases où on travaille sur soi, où on chante, où des fois c'est dur, où il y a des choses qui se libèrent. Et fondamentalement, en dehors du travail sur la voix, en dehors du travail sur le corps, quand cette fragmentation, tu reviens à l'unité, en fait, tu te rends compte qu'il y a du lien entre tout le monde. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une chaleur qui se met automatiquement en place. Pourquoi ? Parce que c'est la règle du jeu, chacun s'expose à sa vulnérabilité, et comme il y a un cadre dans lequel c'est favorable, du coup, les gens s'ouvrent. Et quand les gens s'ouvrent, en fait, il y a plein de choses naturelles qui arrivent dans la relation, et c'est ça qu'on appelle le lien. Et les liens qui se font entre les gens dans cette pratique-là, quand tu as vécu des choses qui sont du domaine de la team, sont fréquents. Mais c'est pareil, je veux dire... c'est un espace qui dure 3 jours, point barre. Voilà. Sûr, sinon, on fait une secte et puis. Non, mais voilà, c'est aussi ces sujets-là que je voulais te faire aborder. C'est-à-dire que c'est un enseignement qui commence à un instant T, qui termine à un instant T. Et durant ce temps, l'enseignant est responsable du dispositif. Des gens font leur chemin en dehors de cet enseignement. Bien sûr. Et c'est vital. Sinon, effectivement, comme tu disais, ça fait une forme d'emprise. Voilà. Mais cette question d'emprise, elle est valable sur tous les domaines. Bien sûr. Donc, c'est intéressant que tu le dises parce que on arrive sur cette notion clé qui est comment, en tant qu'enseignant, on favorise l'autonomie des gens. Alors, tu leur donnes une structure de leur corps qui vont leur permettre à beaucoup de pouvoir s'appuyer sur leur propre structure. Mais c'est important aussi de pouvoir donner des clés d'outils pour qu'ils puissent revenir à leur centre sans ton intervention. Et ça, de ce point de vue-là, sur le deuxième plan, Serge Wilfard, il ne donnait rien. Donc, moi, j'ai mis en place... Il ne donnait pas l'autonomie. Alors, il disait qu'il fallait travailler sur l'autonomie, mais si tu voulais quelques clés d'outils pratiques, finalement, tu n'avais pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que la forme d'autonomie qu'il te donnait, c'était celle dans ton corps. C'est la principale. Parce qu'à partir du moment où tu es dans le ressenti de ton corps, tu as une structuration, tu es capable de ressentir à travers ton corps ce qui est OK, ce qui n'est pas OK, et c'est fondamental. Mais le travail, il peut être long aussi. Ouais. Et puis, à un moment donné, il faut avoir quelques clés. Les outils. Des outils pratiques. Sont importants. Voilà, des outils d'auto-pratique. Bien sûr. Parce que moi, j'appelle des micro-pratiques. Et là, en souffle-et-voix, c'est pas très évident d'en développer. Pourquoi ? Parce que quand on chante, on s'entend pas chanter. Il y a besoin quand même d'une référence extérieure. Même les chanteurs à haut niveau, ils ont une référence extérieure. Parce que nous, on est dans l'instrument, on n'entend pas. Donc, c'est important aussi de donner d'autres clés. Et là, c'est toute une batterie d'outils super efficaces qui sont tirés de l'hypnothérapie et qui fonctionnent très bien. Non, mais les outils sont fondamentaux. Donc, tu disais le dispositif, le cadre que l'enseignant met en place, les outils qu'il va pouvoir donner pour effectivement donner quelques clés et aller à l'autonomie, parce que cette question de l'autonomie, elle est fondamentale pour moi. C'est là que justement on se préserve de dérives éventuelles, de pratiques qui... voilà. Lien et autonomie. Lien et autonomie. C'est-à-dire lien exactement. Et individuation. Exactement. Est-ce que...
toi, en tant que praticien, en tout cas, est-ce que tu pourrais nous dire ce que t'apporte le fait d'être praticien dans ta vie à toi? Ok. Alors, moi, en fait, ça me porte beaucoup de plaisir et de joie. C'est-à-dire que, comme au départ, je l'ai vécu en cherchant pour moi, il y a vraiment, quand je suis derrière le piano et qu'on fait corps avec la pratique, en fait, quelque chose du domaine de l'évidence, quand il y a une libération qui se crée, il y a quelque chose qui s'ouvre dans ton corps. Et ça, les auditeurs qui vont passer les uns après les autres, ils le sentent aussi. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose qui est très nourrissant et qui est du domaine de l'évidence. Donc, ça fait là quelques années maintenant que tu es praticien. Pour l'instant, tu ne t'es pas lassé? Non, pas du tout. Et puis, j'ai une pratique qui, pour ma part, est, je trouve créative. Donc, je remets à chaque fois l'ouvrage sur... Ouais, c'est ça. Tu cherches toujours. Voilà. D'accord. Je cherche toujours. C'est ça qui est passionnant. À un moment donné, c'est de chercher. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment... Je me sens pas du tout l'âme d'un missionnaire. Pas du tout. C'est vraiment, j'ai l'impression d'être à ma place et ben, je prends mon pied, quoi. Ouais. Et est-ce que tu continues, toi, à pratiquer souffle-voix? Oui, alors je pratique avec une amie qui a aussi travaillé avec Serge Wilfard, elle, pendant une quinzaine d'années. Donc, de temps à autre, elle m'accompagne. Moi, je formé des gens. Alors, c'est des gens qui ont une autre pratique à côté, qui sont des très bons zéinothérapeutes, on en parlera, qui ont moins de clés sur la voix que moi. Voilà, parce que ma collègue, elle a des clés depuis 15-16 ans avec Wilfard, donc elle voit les choses de manière différente de moi. Mais je peux me livrer parce que je lui fais toute confiance techniquement sur la question du souffle-voix. Mais je suis en lien avec des gens qui ont un très bon niveau énergétique, qui ont leur propre pratique, qui ont suffisamment d'éléments en souffle-voix pour m'accompagner dans cette pratique. Et avec leur propre pratique, je sais qu'ils peuvent me faire lâcher prise. Ouais. Et ça, on verra cette notion plus tard. C'est que pour animer, il ne s'agit pas simplement d'avoir un bagage technique, d'avoir un regard sur le corps, d'avoir des stratégies, comme ça s'est fait beaucoup, comme ça s'est beaucoup enseigné. En fait, il faut avoir une présence. Et ça, c'est par les hypnothérapies que ça s'est beaucoup formalisé. Et donc, je suis accompagné par des gens, de temps à autre, quand j'ai besoin, qui dégagent cette forme de présence que Serge avait, qu'il n'a pas vraiment réussi à nous transmettre en tant que praticien. Ouais. Formaliser vraiment. Ouais, c'est-à-dire que lui, il était dans le côté comment le maître intervient sur l'élève, mais tout ce qui était du domaine de sa présence, qui était capital. Sa présence faisait beaucoup, mais qui était chez lui naturelle et qui était hyper intuitive. Il n'a pas transmis à ses élèves par quoi il fallait se laisser faire pour dégager ça derrière un piano. Ouais. Or, c'était déjà l'essentiel du travail. Et quand même, la transmission est importante parce que ce travail, il est très complexe sur le corps. Enfin, vraiment, c'est complexe à comprendre, à trier, à faire le tri entre ce qu'on ressent, où on en est, pourquoi ça... Tu vois, c'est un long cheminement, quoi. Oui, donc tout à fait. La question de la transmission avec les outils dont tu parlais, un dispositif qui est très clair, etc., ça accélère encore une fois, je trouve, la possibilité de cette liberté intérieure de se déployer, de déployer authentiquement ce que l'on est. Tu vois, c'est vraiment important. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant dans ta manière de travailler, cette volonté que tu as de transmettre, on le sent, et vraiment avec beaucoup de pédagogie. C'est vraiment très appréciable, je trouve. Et je t'en remercie. Non, c'est vraiment... Pour finir... par rapport justement à ce que tu as enseigné, ce que tu as transmis, Serge Wilfard, et toi, la manière dont tu t'es approprié cette technique et comment tu la vis aujourd'hui, voilà, est-ce que tu peux nous donner quelques différences, peut-être, ce que tu as gardé, maintenu, ce que tu as au contraire plutôt abandonné parce que ça ne correspond pas à ta propre vibration? Oui, alors j'ai gardé tous les principes fondamentaux. Les principes fondamentaux, tu as le centre, tu as la verticalité, la déstructuration, la restructuration, toutes ces choses-là qui sont... c'est vraiment fondamental. La lecture du corps, le réglage de la posture, le mode opératoire est différent. Je peux passer
par des postures très physiques, comme il le faisait. Mais c'est très intéressant parce que lui, les 2 dernières années de son enseignement, était déjà allé ailleurs. Et moi, je pense être allé dans le sens de cette épuration et en passant par d'autres modes opératoires. Donc là, il y a l'hypnothérapie, mais ça m'arrive parfois aussi de faire des pratiques à 2, de faire des pratiques en voix parlée dans un langage imaginaire, des choses qu'il ne faisait pas. Voilà, ça m'arrive de faire quelques pratiques de groupe. Voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place. Récemment, on va parler du concept de transe. Je passe aussi par des improvisations pour rouvrir des choses. Mais par contre, c'est toujours vu de manière structurée. Le centre, la verticalité, la structure, ça, c'est des choses qui sont fondamentales et qui est propre à son enseignement. Les modes opératoires par lesquels on passe sont différents parfois. Ouais, donc on peut vraiment ouvrir beaucoup de choses dès l'instant où c'est ancré. Oui, c'est ça. Sont d'abord construites. Voilà, et même si Serge a beaucoup cherché pendant, de manière très physique, ce qui n'était pas le cas encore une fois les 2-3 dernières années, il était ailleurs, il a toujours cherché, il a toujours modifié sa pratique. Ouais. C'est quelque chose de très créatif. Et c'est normal puisque c'est là où je ne suis pas d'accord avec son terme de méthode. Parce qu'il a employé le terme de méthode. Ouais, c'est quelque chose la qui notion fige. de méthode, Ça fige. Alors c'est vrai qu'il y a des principes, c'est vrai qu'il peut y avoir un certain ordre, mais ça voudrait dire qu'il faudrait passer par A, par B, tout ça, etc. Moi, je dirais plutôt que le mot approche est plus adapté. C'est-à-dire que tu as un corpus dans lequel tu as des principes, et avec ces principes, tu vas les faire vivre de manière différente, avec ce qui se dégage sur le moment présent. Et en fait, c'est exactement ce qu'il faisait. Ouais, tu as des principes, tu as des structures, et à l'intérieur de ces structures, le truc vit, quoi. C'est ça. Et évolue en permanence, en fait. C'est ça. On va vraiment rentrer dans le 3e épisode, dans le détail de ta pratique, la manière dont tu travailles et ce que ça produit. Voilà, je te remercie en tout cas d'avoir déjà exprimé ce que toi t'avais vécu, parce que ça donne quand même un peu de corps, puisqu'on parle beaucoup de corps à cette pratique. Et j'ai hâte de te retrouver pour ce 3e épisode. Eh bien, moi également, et je te remercie. Merci Benjamin, à bientôt. À bientôt.